J'ai compris que quelque chose s'était brisé dans la nuit quand la mer a changé de son. Sur le pont arrière, les lanternes reflétaient des éclats d'or sur l'eau noire, et le silence s'est abattu d'un coup, comme si l'océan lui-même retenait son souffle. Il avait quitté le salon en disant « 2 minutes », une main légère sur mon épaule, et son parfum boisé flottait encore sur le cuir beige du canapé. J'ai suivi la lueur des veilleuses jusqu'à la passerelle latérale. La Méduse, son yacht, respirait des bruits réguliers de machines richissimes. Un ronronnement feutré, un cliquetis régulier, le murmure d'un personnel qui avait appris à marcher sans froisser l'air. La coupe de cristal qu'il avait posée vibrait encore, un cercle d'eau tremblant au bord, comme un secret sur le point de déborder. Le capitaine m'a dit qu'il ne s'éloignait jamais sans prévenir. Pourtant, la caméra tribord montrait seulement une silhouette glissant hors cadre, avalée par la bande d'ombre où la coque embrassait la mer. Pas de splash, pas de cri, juste ce noir, épais, tissé de lune et d'angoisse. Dans sa suite, le coffre discret derrière la bibliothèque était entrouvert. Les perles beiges qu'il avait offertes à sa mère avaient disparu, tout comme l'enveloppe scellée d'un notaire genevois et l'agenda relié de cuir où s'empilaient, à l'encre bleue, des rendez-vous codés. Sur la table basse, un masque vénitien, bords dorés, regard creusé, me fixait comme un témoin qui se tait. J'ai refermé la baie vitrée. Mon reflet me renvoyait une femme qui savait trop de choses pour reculer, pas assez pour survivre. Lorsqu'un marin toqua à la porte, j'ai menti. Il dort. Puis j'ai glissé l'agenda dans ma veste. La Méduse filait vers l'obscurité, et je sentais déjà les premiers doigts du pouvoir serrer ma gorge. Il avait quitté son yacht, et je savais qu'il ne reviendrait pas. Je m'appelle Helena Marchand. J'ai été l'ombre consentie d'Adrien Valcourt pendant 3 ans. Amante discrète, confidente docile, témoin involontaire de ses métamorphoses. Dans ses yeux d'automne, j'ai appris la langue du luxe. Villas qui battent comme des cœurs, yachts qui avalent les horizons, hôtels privés où les tapis étouffent les vérités. Il disait que la mer lui apprenait la modestie. Moi, j'y ai appris la peur. Adrien était né héritier et devenu légende. Il investissait dans les ports, les satellites, les promesses impossibles. Autour de lui gravitaient politiciens polis, magnats aux poignées de main fraîches, aristocrates qui transformaient leur blason en carte d'accès. Il aimait les fêtes masquées où les secrets s'habillèrent de soie. Il aimait aussi me répéter que toute disparition est une phrase à laquelle il manque un verbe. La nuit où il a quitté la Méduse, j'ai senti basculer un empire. On aurait dit qu'une marée invisible emportait non seulement un homme, mais l'idée même qu'on pouvait le ramener. Les jours suivants, on m'a demandé des récits précis. Heures, gestes, silence. J'ai répondu avec ce que je savais. J'ai tu ce que je craignais. J'ai gardé sur moi ce qui brûlait. L'agenda, une carte magnétique marquée d'un A doré et une promesse qu'il m'avait faite dans la cabine avant de disparaître. Si je pars, ne cherche pas la surface. Plonge. Alors je plonge. Je vous raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai lu entre les lignes de contrats parfumés, ce que j'ai touché en tendant la main vers l'ombre. Je le fais parce que la vérité ne sort jamais par la grande porte. Elle se faufile par un couloir interdit, entre un rire et une larme, un diamant et un mensonge. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Le soir avait commencé trop tôt, comme un toast lancé avant l'heure. À Antibes, le soleil cassait ses pièces d'or sur la mer et les derniers invités montaient à bord. Silhouette longue, robe en soie qui effleurait le pont. Adrien riait plus fort que d'habitude, un rire qui avait besoin de prouver qu'il dominait la scène. Je connais ses rires. Celui-là sonnait comme une serrure refermée. Il avait reçu, vers 19h, une enveloppe crème glissée par un majordome que je ne connaissais pas. Il l'ouvrit seul dans sa suite et revint avec un regard poliment absent. Sa main passa sur mon dos comme pour s'assurer que j'étais réelle, puis il dit « Ce soir, nous resterons au large. » Au large, c'est là où les décisions ne laissent pas de traces. Les serveurs déposèrent des huîtres sur un lit de glace et la musique, tenue, vibrait comme un secret partagé. Je remarquai une femme en robe noire, un noir qui buvait la lumière, masque doré levé sur les cheveux. Elle ne souriait pas. Elle suivait Adrien des yeux, comme si chaque pas de lui était une promesse échue. Je la reconnus trop tard. Sophia A., héritière d'une maison d'horlogerie vieille de 2 siècles.
réputé pour ses cadrans où l'on cache des messages. Le téléphone d'Adrien vibra. Je vis son écran. 21h45, couloir tribord. Seul. 3 mots et une injonction. Il rangea l'appareil, me versa du champagne et l'odeur d'agrumes de sa peau coupa l'acidité du vin. « Danse avec moi », dit-il, pour que les regards retiennent autre chose que le mouvement de ses lèvres. À 21h40, il me laissa sur un fauteuil près de la baie. 2 minutes, souffla-t-il. J'entendis la méduse changer de respiration, comme si la coque avait aspiré un doute. Je le suivis du regard jusqu'à l'angle du couloir. Il ne se retourna pas. Un homme sûr de lui se retourne toujours. Un homme traqué garde le cap. Je me levai après 30 secondes. Le couloir tribord, d'ordinaire neutre comme un corridor d'hôtel, sentait le sel et la cire. Une ombre glissa avant moi, mince, rapide. Sophia. Elle portait à la main une boîte à cigarettes ancienne, laquée noire, charnière dorée, un objet de collection disparu. Plus tard, des inventaires. J'entendis des voix basses, l'une tranchante, l'autre contenue. Adrien savait se taire. L'autre exigeait. Quand j'arrivais, il n'y avait plus personne. Au sol, un gant en dentelle, humide. Plus loin, la porte latérale donnant sur la passerelle vibrait encore, comme si on venait de la relâcher. J'ouvris. Le vent me gifla d'un sel coupant. En contrebas, l'eau étalait une surface parfaitement impolie, sans rides suspectes. J'appelais son nom. La mère, elle, ne répond jamais au prénom. Je retournai dans la suite. Le coffre entrouvert, le masque vénitien déplacé, détail minuscule. Mais je savais qu'Adrien le tenait toujours à gauche du livre de compte, jamais à droite. L'enveloppe du notaire manquait. Sur le lit, une invitation au papier ivoire pour le bal de la falaise. Un bal secret donné chaque printemps dans un hôtel agrippé au rocher où les promesses se paient en silence. L'heure d'arrivée était entourée, 23h30. À 22h05, le capitaine lança un message discret au personnel. « Monsieur Valcourt souhaite qu'on allège l'éclairage extérieur. » Mensonge utile pour justifier l'ombre. Je le reconnus à sa voix, douce, professionnelle, inflexible. Il avait servi des familles où l'on remplace les cris par des décisions. J'ai relu le message, 21h45, couloir tribord, seul. Et j'ai senti le froid me grimper le long de l'échine comme un collier de glace. Si Adrien avait voulu fuir, il m'aurait laissé un signe. S'il avait voulu mourir, il ne l'aurait pas fait en robe de soirée, au milieu d'une musique qui lui allait si bien. S'il avait été pris, alors tout commençait. Les objets déplacés, les gants humides, la boîte laquée, l'invitation entourée. Les derniers instants d'Adrien n'étaient pas une fin. C'était la première phrase d'un chantage écrit depuis longtemps. Les jours qui suivirent la disparition, la méduse resta à quai, comme un palais amputé de son maître. On nous interrogea, moi surtout, avec une délicatesse glacée. Mais je savais que les vraies questions ne seraient jamais posées à voix haute. Elles flottaient derrière les regards, prêtes à me percer si j'osais m'attarder. Et dans ces silences, j'entendais les échos de ce qu'Adrien n'avait jamais voulu dire. Dans sa suite, parmi les dossiers épars, je retrouvais un carnet à la reliure de soie bleu nuit. À l'intérieur, des initiales inscrites en italique, S.A. Sophia. Chaque page semblait une confession cryptée, entre chiffres bancaires et fragments poétiques. « Ton absence est une menace », écrivait-il. Je compris que leur liaison n'était pas seulement charnelle. Elle avait le goût d'un pacte brisé. J'avais toujours su qu'Adrien aimait multiplier les ombres. Derrière son sourire public, il accumulait les portes closes. Mais Sophia n'était pas une amante ordinaire. Elle incarnait l'alliance de 2 dynasties, les Valcourt et les Albrecht. Un mariage secret aurait bouleversé la carte du pouvoir économique en Europe. Et leur rupture, je le pressentais, avait ouvert une faille où chacun risquait de tomber. Je me rappelais une soirée à Genève. Adrien m'avait fait porter une robe couleur grenat, puis m'avait laissé seule dans une loge, face à un miroir trop grand. Au loin, j'entendais des voix basses, des promesses faites en allemand, des rires étouffés par des portes capitonnées. Quand il revint, ses mains tremblaient. Il serrait une montre ancienne, gravée d'un mécanisme secret. Cette montre avait disparu avec lui. Sophia possédait l'art de l'attente. Je l'ai revue 2 jours après la disparition, dans le hall discret d'un hôtel monégasque. Elle portait une bague d'émeraude, connue pour avoir appartenu à une duchesse italienne. Elle me sourit, mais ce sourire avait la dureté d'une lame. « Adrien n'a jamais su choisir », dit-elle simplement,
avant de tourner les talons. Ces mots résonnèrent comme un verdict. Ce soir-là, j'ouvris l'agenda que j'avais volé. Entre 2 rendez-vous officiels, je trouvais une page froissée, griffonnée à la hâte. Si je disparais, regarde dans les miroirs de la falaise. La falaise, l'hôtel secret où se donnaient les bals interdits. Mon sang se glaça. Il avait laissé une piste, mais une piste empoisonnée. Car entrer dans cet hôtel, c'était accepter de devenir complice de son labyrinthe. Les objets manquants devenaient autant de preuves muettes, les perles offertes à sa mère, la montre à mécanisme caché, la boîte à cigarettes noires aperçue entre les mains de Sophia. Chaque disparition matérielle tissait le récit invisible de son absence. Je compris qu'il ne s'agissait pas d'un hasard, mais d'un jeu savamment orchestré. Quelqu'un, quelque part, collectionnait ses secrets. Les journaux parlaient d'accidents, de chutes, de noyades. Mais moi, je savais. Un homme comme Adrien ne disparaît pas sans emporter un monde avec lui. Son monde, ses amours clandestins, ses alliances fragiles, ses trahisons. Chacune de ces relations était un fil de soie tendu au bord d'un gouffre. Et moi, pauvre funambule, je devais marcher dessus sans tomber. Dans mes rêves, je le voyais, debout, derrière une vitre teintée. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne franchissait le verre. À son doigt brillait une bague inconnue, anneau sombre, pierre d'onyx. Je me réveillais en sursaut, persuadée qu'il m'envoyait un signe, que ses secrets continuaient de vibrer, même au-delà de la mer. Les fantômes les plus lourds sont toujours faits d'amour interdit. J'ai juré alors de suivre ces fragments, même si cela signifiait me perdre. Car je sentais que derrière la disparition d'Adrien se cachait une vérité plus vaste, une vérité capable de dévorer tout ce que je croyais savoir. Les secrets n'étaient pas seulement les siens, ils étaient désormais les miens. Et à mesure que je plongeais dans ces ombres, je compris que l'élite ne disparaît jamais seule. Elle entraîne avec elle ceux qui osent l'aimer. Quand Adrien disparut, ce ne furent pas les sirènes de police qui se firent entendre en premier, mais le murmure discret des couloirs feutrés. Dans les clubs privés de Paris, dans les salons lambrissés de Genève, dans les casinos de Monte-Carlo, on chuchotait son nom comme une prière interdite. Ceux qui savaient se taisaient, ceux qui devinaient inventaient, et tous craignaient que sa chute ne révèle les leurs. J'avais reçu un appel codé, quelques jours après. Une voix masculine, parfaitement neutre, m'invitait à un dîner, en cercle restreint, dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. J'y allais vêtue de noir, comme si je portais déjà un deuil. La salle brillait de lustres centenaires et de portraits d'ancêtres aux regards sévères. Ils étaient une dizaine, banquiers, diplomates, collectionneurs d'art, chacun portant ce masque invisible que le pouvoir façonne. L'un d'eux, un sénateur à la moustache blanche, me fit signe. Adrien n'était pas seulement un homme d'affaires, il était un verrou, murmura-t-il. Je demandai, un verrou contre quoi? Il se contenta de lever son verre. Contre nous-mêmes. Ce fut la première fois que je compris que sa disparition n'était pas une perte, mais une ouverture, une faille dans laquelle tous pouvaient tomber. On me parla d'un fonds d'investissement caché, alimenté par des fortunes anonymes. Adrien en détenait les codes, transmis de génération en génération. Ce fonds n'était pas qu'une banque, mais une arme. Il achetait le silence, finançait des campagnes, effaçait des scandales. Ceux qui s'asseyaient autour de cette table vivaient à crédit d'un secret. Et Adrien était leur garant. Je réalisais alors que Sophia n'était pas seulement une héritière trahie, mais une pièce maîtresse. Elle appartenait à une lignée liée à ce fonds depuis plus d'un siècle. Leur liaison n'était pas qu'un amour interdit. C'était une tentative d'union des clés, une fusion de 200 destinée à contrôler l'invisible. Mais le cercle avait refusé. Un héritier qui s'émancipe devient un traître. Dans un coin de la salle, un homme aux yeux clairs me fixait. Je l'avais déjà vu à bord de la Méduse, discret, vêtu comme un majordome, mais dont les gestes trahissaient une discipline militaire. Il s'approcha et glissa à mon oreille. Ne cherchez pas à comprendre le cercle. Observez seulement qui s'éloigne. Puis il disparut dans l'ombre d'un couloir. Sa présence confirmait mes soupçons. Adrien n'avait pas seulement des ennemis, il avait des gardiens fatigués. Le dîner se termina sans éclat, mais je compris que je venais d'être testée. En sortant, une femme me remit une enveloppe sans un mot. À l'intérieur, une photographie d'Adrien prise dans un bureau tapissé de cuir vert. Derrière lui, un tableau d'un maître flamand. Sur le cadre, une inscription en latin «
Fides ultima vincit. La fidélité triomphe en dernier. La photo n'était pas ancienne. La montre à son poignet avait été achetée 2 mois plus tôt. J'eus alors l'intuition qu'il n'était pas mort, pas encore, mais qu'il était prisonnier d'un jeu d'alliance et de trahison où chaque geste comptait. Le cercle du pouvoir n'était pas une assemblée, c'était une toile. Et chaque nom, chaque fortune, chaque héritier y était attaché par des fils invisibles. Quand l'un disparaît, tous tremblent, car la toile menace de se rompre. Je rentrais chez moi avec l'impression de porter un fardeau plus lourd que moi. Dans le silence de ma chambre, je relus l'agenda d'Adrien. Un rendez-vous revenait souvent, codé par la simple lettre C. Était-ce cercle, conseil ou le prénom d'un complice? Les pages exhalaient une odeur de tabac blond et de cuir vieilli, comme si ces secrets eux-mêmes avaient une texture. Je sentais qu'en les déchiffrant, je ne découvrais pas seulement son monde, mais le piège qu'il avait construit pour moi. Car au fond, je le savais, on ne sort pas indemne d'un cercle de pouvoir. Ceux qui le quittent disparaissent. Ceux qui restent deviennent d'autres disparus en sursis. Et moi, simple amante devenue témoin, je me retrouvais au cœur d'une guerre silencieuse où l'on échange les âmes comme on échange des actions. Adrien n'était pas seulement parti. Il m'avait laissé face au vide. Un vide habité par les regards de ceux qui n'oublient jamais. On m'avait conseillé d'oublier, de reprendre ma vie comme si Adrien n'avait été qu'un mirage. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son pas assuré disparaissant dans ce couloir et la mer qui s'ouvrait pour l'avaler. Alors, j'ai commencé à chercher, malgré les avertissements, malgré la peur, car je savais qu'entre les ombres de ces secrets se trouvait la clé de ma propre survie. La première piste me mena à la falaise, cet hôtel sculpté à même la roche, accessible seulement par une route étroite ou par hélicoptère. Les miroirs y étaient l'eau célèbre, immenses glaces anciennes, encadrées d'or, dans lesquelles les puissants se reflétaient sans jamais se voir vraiment. Je pénétrai dans le hall en prétextant une invitation oubliée. Les regards du personnel disaient que l'on me reconnaissait, mais personne n'osa m'arrêter. Dans le salon des glaces, je retrouvai le reflet d'Adrien. Non pas son visage, mais son écriture, gravée discrètement au dos d'un miroir fendu. 3 lettres seulement, VIP. Était-ce une indication, un code ou un piège? Derrière le miroir, je découvris une cavité contenant un foulard taché de sel. La mer l'avait marqué, mais pas effacé. Adrien avait laissé ce signe pour moi, j'en étais sûre. J'appris bientôt que les enquêteurs officiels avaient classé l'affaire comme un accident en haute mer. Pourtant, un inspecteur officieux, payé, disait-on, par une famille rivale, me contacta. Dans un café discret de Nice, il me montra des photos d'Adrien prises après sa disparition supposée. Ombre de mauvaise qualité, silhouette reconnaissable, à Lisbonne puis à Marrakech. Il est vivant, dit-il. Mais on ne le cherche pas. On l'empêche de revenir. Ces révélations ouvrirent une seconde piste, les comptes bancaires. Adrien possédait des placements dans des juridictions invisibles, des coffres protégés par des législations d'île que l'on ne trouve pas sur toutes les cartes. J'obtins, par une fuite interne, un relevé où son nom apparaissait encore actif, crédité de transferts récents. Quelqu'un utilisait ses fonds, ou lui-même, depuis l'ombre. Mais chaque pas m'exposait davantage. À Monaco, un homme en costume clair m'attendait devant ma voiture. Il me glissa un avertissement dans une enveloppe, une photographie de moi prise à la sortie de mon appartement, entourée de 3 mots écrits en rouge. Assez cherché. Mon sang se glaça. Le cercle me regardait. Il tolérait mon errance, mais seulement jusqu'à une certaine limite. Malgré la menace, je poursuivis. Une 3e piste se révéla à travers Sofia. Je la suivis lors d'un gala à Venise. Masque et gondole. Musique qui se tordait sur l'eau. Elle portait la boîte à cigarettes noire. Dans un salon privé, je la surpris en conversation avec un homme que je ne connaissais pas, mais dont l'aura d'autorité glaçait l'air. Il tenait un dossier estampillé « Confidentiel défense ». Adrien avait touché à des secrets d'État. Je compris alors que je n'avais plus affaire à une disparition ordinaire. Ce n'était pas seulement un homme qu'on avait effacé, mais une frontière qu'il avait franchie. Entre affaires privées et secrets publics, Adrien était devenu dangereux pour ceux qui régnaient. Chercher sa trace revenait à poser la main sur une braise qui consumait tout, argent, amour, loyauté, moi y compris. De retour à Paris, je reçus un appel anonyme. Une voix rauque me dit seulement «
La prochaine fois que vous ouvrez une porte, assurez-vous qu'elle se referme derrière vous. » Puis la ligne coupa. C'était une menace, mais aussi une invitation, car je savais que la dernière piste restait à suivre, celle que lui-même m'avait désignée. « Plonger », disait-il. « Ne pas chercher la surface. » J'étais prête. Dans mes rêves, Adrien m'appelait depuis un couloir de miroir, et chaque reflet était une version de lui. Amant, traître, prisonnier, fantôme. Je décidai que la prochaine étape serait la plus risquée. Confronter le cercle lui-même, dans l'endroit où ses secrets s'enfouissent. J'allais descendre dans leurs catacombes dorées, là où la vérité n'a pas de lumière. Car les pistes interdites ne se suivent pas, elles se traversent. C'est dans une villa perchée au-dessus de la baie de Villefranche que tout me fut révélé. L'endroit ressemblait à un sanctuaire. Murs de marbre, colonnes antiques, tapisseries dont les motifs semblèrent me surveiller. On m'avait donné un rendez-vous sous condition de silence absolu. Quand j'entrai, je reconnus certains visages croisés au cercle. Leur calme inquiétant me fit comprendre que je pénétrais enfin dans le cœur obscur du secret. Au centre de la salle trônait une table circulaire, recouverte de dossiers reliés de cuir. Sur chacun d'eux, le nom d'un héritier disparu au fil des années. Ils n'étaient pas isolés. Adrien s'ajoutait à une longue liste. Le cercle ne se contentait pas de protéger ses membres. Il effaçait ceux qui menaçaient l'équilibre. Le pouvoir se perpétuait en sacrifiant ses propres enfants. Un homme prit la parole. Son visage restait dans l'ombre, mais sa voix portait l'autorité de plusieurs générations. « Adrien savait, » dit-il. Il a voulu briser le pacte. On m'expliqua alors que le fonds caché n'était pas seulement un outil financier. C'était une caisse noire planétaire, utilisée pour orchestrer guerre, rachat et disparition. Adrien en détenait une clé numérique, et il avait tenté de la transmettre. Je compris que la boîte à cigarettes noire de Sophia n'était pas un simple bijou. C'était le support matériel de cette clé, un mécanisme secret, invisible aux yeux non avertis. En la suivant, je m'étais approché du vrai cœur de l'énigme. Adrien avait disparu non pas à cause d'un caprice d'amour, mais parce qu'il avait osé vouloir libérer cette clé du cercle. La vérité me heurta comme une lame froide. Il n'avait jamais prévu de s'échapper avec moi. Son agenda, ses messages codés, ses miroirs brisés, tout n'était qu'un fil tendu pour que je découvre la toile. J'étais devenue son témoin, malgré moi, la voie qu'il avait choisie pour survivre dans la mémoire du monde. Sa disparition n'était pas une absence, mais une transmission. Pourtant, je refusais d'admettre qu'il fût mort. Dans une pièce attenante, je trouvais une chaise de cuir, encore tiède, et un verre à moitié rempli. Des traces récentes, comme si quelqu'un venait de s'asseoir là. Je sentis son odeur, ce mélange de bois et d'agrumes. Il était passé par cet endroit, peut-être vivant, peut-être prisonnier, mais toujours en mouvement, toujours plus loin que moi. Les membres du cercle m'avertirent. Vous savez désormais trop. Leur regard ne contenait ni haine ni colère, seulement une fatalité glaciale. Je compris que mon silence serait la seule monnaie de mon salut. Pourtant, une voix intérieure me hurlait que céder, c'était le condamner à disparaître vraiment. Adrien m'avait appris que la fidélité ne consiste pas à obéir, mais à porter la vérité au-delà de la peur. En quittant la villa, j'emportais avec moi un fragment volé, une page dactylographiée, arrachée d'un dossier. Elle contenait une série de numéros et un nom, Opération Médusa, la Méduse. Son yacht n'était pas seulement un symbole de luxe, mais une pièce dans une machinerie plus vaste. Sa disparition avait été écrite d'avance, orchestrée comme un rituel. Adrien avait joué son rôle jusqu'au bout. Je marchais sur la corniche, la mer en contrebas, lourde et noire. Chaque vague semblait chuchoter son nom, comme un refrain obsédant. La vérité m'écrasait. Adrien avait tenté de sauver ce qui ne pouvait l'être. Il avait voulu sortir de la toile, mais nul n'en sort vivant. Moi, pourtant, je restais debout, témoin inutile, amante sacrifiée, mais encore vivante pour raconter. Alors j'ai pris ma décision. Je parlerai, pas pour dénoncer, car qui croirait une femme blessée parmi des géants intouchables, mais pour transmettre. Les disparitions ne sont pas des fins, ce sont des récits qui cherchent des voix. Adrien m'a laissé avec le poids de son secret, et je l'accepte. Car dans l'obscurité du cercle, seule la parole reste une arme, et la mienne vient de s'aiguiser. Je regarde encore la mer certains soirs, espérant qu'un reflet me rende son visage. Adrien n'était pas qu'un milliardaire. Il était une faille,
un vertige, une vérité en marche. Sa disparition a laissé un vide que ni l'or ni le pouvoir ne peuvent combler. Et dans ce vide, je continue de chercher ses pas, persuadée qu'il marche toujours, quelque part, entre l'ombre et la lumière. Mais le silence qui entoure son absence est plus lourd que toutes les tempêtes. Les héritiers s'effacent, les politiciens détournent le regard, les amants disparaissent. La justice, elle, n'ose pas plonger là où le luxe et le pouvoir tressent leurs pièges. Alors il me reste les cicatrices, celles d'une femme qui a aimé trop près du feu et qui en porte encore les brûlures invisibles. Si vous entendez un jour parler d'Adrien Valcourt, souvenez-vous que son histoire n'est pas seulement la sienne. Elle est le miroir d'un monde où les puissants s'effacent pour mieux régner. Moi, je reste là, pour vous raconter. Et bientôt, une autre voix viendra frapper à ma porte. Une autre disparition, un autre secret. Êtes-vous prêt à plonger à nouveau ?